Bonsoir, c'est Headline News. Notre émission politique face à la nation a reçu cet après-midi M. Mamaktar Gueye, vice-président de l'ONG Jamra. Khalil Gueye et Mamaktar Gueye ont abordé plusieurs sujets relatifs à l'actualité au Sénégal et dans le monde. Cette émission sera diffusée en première samedi 12 mars à 15 h sur le satellite et sur toutes nos plateformes. Au Sénégal, le directeur général des élections, DGE, à travers un communiqué, informe les partis politiques, les coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes désireuses de participer aux élections législatives du 31 juillet 2022 que le taux de parrainage est exigé à 0,5% au minimum et 0,8% au maximum. Selon le DGE, une partie des parrains doit obligatoirement provenir de cette région à raison de 1000 au moins par région. La Mauritanie est en colère contre le Mali. Cela fait suite à la disparition d'éleveurs mauritaniens en territoire malien depuis quelques jours. Le ministère mauritanien des Affaires étrangères, dans un communiqué publié hier mardi, accuse l'armée malienne de crimes récurrents contre ses ressortissants. Des sources locales affirment que ces éleveurs auraient été tués par des soldats maliens, mais cette accusation n'a pas été confirmée. Le nouveau gouvernement de transition burkinabé affirme vouloir travailler avec abnégation pour soulager les souffrances des populations éprouvées par les attaques djihadistes qui frappent le pays depuis 7 ans. Reportage Lamine Traoré. Des surprises, l'ancien ministre de la Défense de Roch Kaboré, le général Aimé Barthélemy Semporé, a été reconduit. Yero Boli, emblématique ministre de Blaise Compaoré, est aussi dans ce gouvernement comme ministre de la Réconciliation nationale. Le célèbre syndicaliste Bassolma Bazié, lui, va s'occuper du ministère du Travail. Le département de l'Éducation nationale sera dirigé par l'analyste politique Lionel Bilgo, pour ne citer que ceux-là. La nouvelle équipe est consciente du travail qui l'attend. Les seuls critères qui ont prévalu au choix de ces personnalités ont été la compétence, la probité morale et l'engagement total à servir le pays. Ces priorités, vous les connaissez déjà, à savoir la lutte contre le terrorisme, la restauration du territoire national, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État, l'amélioration de la gouvernance, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la prise en charge et la réinstallation des déplacés internes dans leurs localités respectives. À Ouagadougou, les attentes des populations sont claires. Nous, en tant que la jeunesse burkinabé, les jeunes étudiants, nous voulons la paix dans ce pays. D'abord la paix, voilà, la sécurité. Sans la paix, on n'y peut rien. C'est la restauration de la sécurité et la cohésion. En tant que jeune étudiante, c'est la promotion de l'emploi pour jeunes. On peut dire que tout est en train de se mettre en place. Un président investi, un premier ministre nommé ainsi que les membres de son gouvernement. Reste maintenant l'Assemblée législative de la transition qui ne devrait pas tarder. Le Premier ministre Albert Ouedraogo a officiellement pris fonction cet après-midi. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Les sanglantes attaques djihadistes se sont intensifiées dans l'ouest du Niger. Dans la zone dite des 3 frontières, les déplacés du camp de Tadres ont fui leur village en laissant tout derrière eux. Reportage de Thierry Kaworé. C'est dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger, que Fourera Amadou a trouvé refuge avec ses 6 enfants. Elle a fui les combats des djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont multiplié les attaques dans la région depuis 2017.
J'ai quitté Tingara pour venir ici à Tadresse. C'est l'insécurité qui nous a fait quitter notre village. Je me souviens du jour où les bandits sont venus et ont tué l'un des nôtres, puis sont partis en emmenant une personne. Par la suite, ils nous ont sommés de quitter le village. Tout le monde, les enfants, les vieillards et nous les femmes, nous avons tous marché jusqu'ici. Amadou, un autre réfugié, a lui aussi fui le village de Tingara en laissant tout derrière lui. Il raconte la terreur sémée par des groupes armés à moto. Amadou bénéficie ici de l'aide du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui fournit aux déplacés des chèvres et des charrettes pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Je ne peux même pas vous dire à quel point je suis ravi. Je veux juste les remercier pour tout ce soutien qui a vraiment changé ma vie. Avant, quand je n'avais pas de charrette, je souffrais vraiment. J'avais tout le temps mal aux pieds. Le président du CICR s'est rendu dans la région de Tillabéri, l'une des zones d'intervention prioritaire de l'organisation humanitaire où les populations locales sont particulièrement vulnérables. Il n'y a pas seulement la conflictualité qui déplace les gens et qui pose problème pour ces communautés, mais l'impact climatique aussi, ça ressort de tous les entretiens qu'on peut avoir dans un camp de déplacés comme celui-là. La violence djihadiste a déjà poussé nombre de paysans nigériens à abandonner leurs terres. Selon l'ONU, le Niger pourrait compter cet été plus de 3,5 millions de personnes en situation de crise alimentaire. Aux États-Unis, tous les yeux sont rivés sur les pompes à essence alors que les sanctions sur la Russie font grimper les prix du baril et que l'administration Biden tente de trouver un compromis entre les besoins américains et la paix dans le monde. Alors que le conflit en Ukraine continue et s'apprête à entrer dans sa 3e semaine, les diplomates s'attellent dans les grandes capitales pour y mettre fin. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden est confronté à des décisions difficiles sur la manière dont les sanctions plus strictes contre la Russie affectent la vie des Américains. Les prix de l'essence ont atteint un niveau quasi record de 4 $ le gallon aux États-Unis, c'était en début de semaine, et Joe Biden a dû faire face à des pressions politiques de tous les horizons, bien qu'il n'y ait pas de consensus réel sur la marche à suivre. Le président a cependant tranché ce mardi. Volodymyr Zelensky, le chef d'État ukrainien, avait appelé Biden lundi à faire ce geste. Les sanctions devraient inclure le boycott des exportations russes, en particulier un refus du pétrole et des produits pétroliers en provenance de Russie. Cela peut être qualifié d'embargo ou simplement de choix moral lorsque vous refusez de donner de l'argent aux terroristes. Un boycott des importations vers la Russie. S'ils ne veulent pas respecter les règles civilisées, ils ne devraient pas obtenir des biens et des services de la civilisation. Ces dernières semaines, la Maison-Blanche a discrètement fait le tour des producteurs de pétrole que les États-Unis tiennent généralement à distance, y compris le Venezuela, ami de la Russie, pour discuter de sources alternatives de pétrole. Des responsables de la Maison-Blanche ont également rencontré des responsables saoudiens et iraniens, et ces discussions allaient bien au-delà du pétrole, selon Jen Psaki. La raison la plus importante pour laquelle nous nous sommes concentrés pour ces discussions avec les Iraniens et nos partenaires du P5+1 est d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. C'est pourquoi nous participons à ces accords. Nous y sommes presque, il y a encore des éléments importants à revoir. Mais les négociations sur le pétrole font certainement partie des discussions. La raison la plus importante reste d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Lundi, le long de la frontière ukraino-biélorusse, les délégations russes et ukrainiennes se sont rencontrées pour un 3e round de pourparlers qui, selon les deux parties, n'ont pas vraiment progressé. Je vous dis honnêtement que nos attentes concernant les pourparlers ont échoué, mais nous espérons que nous pourrons faire un pas plus significatif vers l'avant la prochaine fois. Les pourparlers se poursuivront. Mais en cette période incertaine, un sentiment semble inébranlable, la détermination des Ukrainiens. Le champion de boxe des poids lourds devenu maire de Kiev, Vitaly Klitschko, fait partie de ceux qui maintiennent les lignes extérieures de la capitale contre une avancée russe. Chaque maison, chaque rue, chaque point de contrôle, nous nous battrons jusqu'à la mort si nécessaire. Personne ne veut mourir, mais si nécessaire, nous protégerons nos enfants, nos familles.
Des mots durs prononcés alors que ce conflit s'étend déjà au-delà des 2 premières semaines et que le monde observe. Et enfin, sport pour terminer, saison 2 de la Ligue africaine de basketball qui se déroule actuellement à Dakar. Voici le résumé des matchs de la journée du 8 mars. Ils ont un point commun, celui d'avoir perdu leur premier match. Dakar Université Club, battu par les Guinéens du Seydou Legacy Athletic Club, et les Mozambicains de Ferroviario d'Abeira, défaits par les Tunisiens de l'US Monastir. Sénégalais et Mozambicains se lancent donc dans une opération relance pour leur deuxième sortie dans cette Basketball Africa League. Lors du premier match, Duc a bien démarré la rencontre, remportant les 2 premiers quart-temps, avant de sombrer face à Slack, supérieur au 3e et 4e quart-temps. Cette fois-ci, les Sénégalais devraient pouvoir garder une fraîcheur physique jusqu'au bout pour espérer venir à bout des Mozambicains qui ont connu le même sort que devant l'US Monastir lors de leur première sortie dimanche. Gagner pour espérer atteindre les playoffs, tel est le maître mot pour Duc, dont les fans ont fait preuve d'optimisme avant le début du tournoi. Et le Duc, c'est une équipe qui a beaucoup d'âme, parce que c'est une équipe qui a des supporters, les étudiants sont là. Mais je pense que pour la première, le Duc va venir pour découvrir un peu cette compétition. Au niveau africain, dire qu'on va rivaliser, c'est trop dur parce que pratiquement, il y a beaucoup de pays où ils ont un championnat typiquement professionnel, avec des joueurs professionnels. Mais ce qu'on retient, c'est que le Duc est champion du Sénégal. Donc il y a une base qui est là, et on a un bon niveau de championnat au niveau du Sénégal. Et moi, je pense que le Duc, au mieux, peut faire la même chose que l'AS Douanes, essayer de se qualifier au quart de finale, ce qui n'est pas très difficile. Je pense que le Duc participe à cette compétition tout simplement pour la découverte et peut-être l'appétit vient en mangeant. Si les matchs vont venir petit à petit, l'équipe un peu va prendre de l'ampleur et va monter en puissance. D'après le coach Parfait Adjivon, lors du premier match, son équipe a fait beaucoup de cadeaux à l'adversaire, a manqué d'engagement et de vitesse dans le jeu. Des erreurs qu'il compte corriger car en face, M. Adjivon décrit Ferroviaro d'Abeira comme une très bonne équipe qui a beaucoup d'individualité, qui joue sur la vitesse et sur des tendances modernes. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est contenue. La suite de nos programmes, c'est dans un instant. Bonsoir.